Bonjour à tous. Comme certains d'entre vous le savent déjà, j'avais décidé de répondre aux propos que M. André Mbata a tenus lors d'une interview à Kinshasa, au cours de laquelle il a déclaré que les Banyamulenge sont des Congolais d'origine. Et à l'appui de son affirmation, il a brandi la constitution congolaise. Donc selon lui, la constitution congolaise aurait octroyé collectivement aux Banyamulenge la nationalité congolaise. Alors pour moi, ces propos sont grossiers et ne reflètent pas la vérité des faits, ni sur le plan historique, et encore moins sur le plan constitutionnel. Et c'est ce que nous allons essayer de voir ensemble. Je réponds au professeur André Mbata, mais j'essaierai en même temps d'être très pédagogique pour que les gens comprennent tous les enjeux liés à cette affaire de Banyamulenge. Donc je veux subdiviser ma présentation en 4 parties. Dans la première partie, je vais essayer de revenir sur l'origine de la Constitution, parce que si on ne comprend pas d'où vient la Constitution de la RDC, on ne comprendra pas tout le débat relatif à la question des Banyamulenge. Dans un deuxième point, je vais essayer de faire une mise au point rapide sur la sémantique relative à la question de l'ethnie. Parce que dans son argumentation, M. André Mbata a déclaré que les Banyamulenge étaient une ethnie originaire de la RDC et il s'est appuyé en fait sur la définition sociologique du terme. Dans un troisième point, j'essaierai de discuter, de parler de la notion de la nationalité congolaise d'origine au regard des textes de loi de la RDC. Et dans un quatrième temps, j'essaierai d'aborder la question de manière beaucoup plus globale, la question des Banyamulenge de manière beaucoup plus globale, et on essaiera de voir tous les enjeux qui sont liés à cette question. Bon, comme vous le savez maintenant, en RDC, dans toutes les discussions, nous sommes maintenant dans la logique de pièce contre pièce. Donc, j'ai essayé de rassembler quelques documents officiels de la RDC. Donc, je vais me baser sur ces documents-là pour voir si les arguments de M. Mbata, qui se dit constitutionnaliste, qui est constitutionnaliste en passant, on va voir si ce qu'il dit, en fait, reflète l'esprit de la Constitution. Mais avant tout, comme je l'ai dit, il faut revenir sur l'origine de cette Constitution pour comprendre le débat actuel sur les Banyamulenge et pourquoi aujourd'hui, des gens comme M. Mbata, vous allez m'excuser, je ne l'appelle pas professeur parce que j'ai un grand respect pour ce titre, et M. Mbata ne reflète pas, ne rend pas honneur, ne fait pas honneur à ce titre. C'est la raison pour laquelle je préfère me limiter à l'appeler M. Mbata. Et donc, M. Mbata, je m'adresse à vous. Cette vidéo est une réponse à vos inepties. Quand on se dit professeur, on doit faire preuve d'un minimum de rigueur intellectuelle. Avant d'attaquer le vif du sujet, je veux revenir sur la Constitution. Puisque c'est elle qui est le problème, en fait, aujourd'hui. C'est cette Constitution que tout le monde utilise pour dire que elle a octroyé la nationalité au Banyamulenge. La première chose qu'il faut savoir, c'est que notre Constitution, la Constitution de la République démocratique du Congo, est le fruit d'une histoire. La Constitution de la RDC est le produit d'une histoire. Cette histoire est liée aux différentes guerres imposées à ce pays depuis 1996. En 1998, comme vous le savez, il y a eu la deuxième guerre du Congo, au cours de laquelle le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi ont envahi ce pays avec l'appui des États-Unis et de la Grande-Bretagne dans l'optique de renverser Laurent Désiré Kabila. À la suite de cette intervention, comme vous le savez aussi, certains pays de la SADC, notamment l'Angola, le Zimbabwe et la Namibie, ont volé au secours de Laurent Désiré Kabila, repoussant les troupes rwando-ougandaises, surtout au niveau de Kitona. La défaite des troupes d'invasion était telle que les États-Unis et leurs soutiens supplétifs locaux, donc leurs proxys rwando-ougandais, ont décidé de changer de stratégie. À partir de ce moment-là, ils ont réalisé que, avec l'intervention des pays de la SADC, excepté l'Afrique du Sud qui roulait en sous-main pour le Rwanda, il était difficile de renverser Laurent Désiré Kabila. Alors qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé d'opter pour une approche politique de la question. C'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu les négociations, d'abord à Lusaka, puis à Sun City. Et ces négociations-là s'inscrivent dans une stratégie d'affaiblissement du gouvernement congolais. Comment? Simplement parce que, à travers les négociations, on a mis sur un même pédestal un gouvernement légalement établi
Et les supplétifs rwandais, quand je dis les supplétifs rwandais, donc je fais allusion au RCD Goma, qui était une rébellion créée pour la circonstance au Rwanda, dirigée par des Rwandais qui ont mis devant des Congolais de façade, donc des Congolais de service. Donc, à Lusaka et plus tard à Sun City, les Congolais se sont retrouvés en face, non pas d'autres Congolais, mais des gens qui étaient des étrangers et qui roulaient pour des puissances étrangères et des forces étrangères. Et ces gens-là, ce sont des Banyamulenge. Parce que ce sont des Rwandais qui ont pris fait et cause pour la cause du Rwanda. Ils avaient été utilisés en 1996 lors de la Première Guerre. Ils ont été utilisés pour la Seconde Guerre. Et il faut garder à l'esprit que l'un des arguments brandis pour justifier la guerre du Congo en 1996 puis en 1998, c'était la sécurité des Banyamulenge en RDC. Et ça, il faut qu'on le garde à l'esprit. Alors, quand les négociations ont commencé à Lusaka et à Sun City, l'objectif était de légitimer ces groupes, soi-disant rebelles, qui étaient en fait des excroissances des pays agresseurs, sur la table des négociations et plus tard sur la scène internationale. Et un diplomate occidental dira en 1997, en 1999, quand les premières négociations ont commencé, il a dit ceci: on le tient, en parlant de Laurent Désiré Kabila. Il sera obligé de céder par la politique ce qui n'a pu être obtenu par la guerre. Donc vous comprenez la subtilité de la démarche politique qui a été amorcée à ce moment-là pour affaiblir Laurent Désiré Kabila et à travers lui la RDC, pour permettre aux Banyamulenge, donc aux Rwandais, et à leurs parrains régionaux et internationaux de faire triompher leur cause en RDC. Et l'International Crisis Group, qui est un think tank anglo-saxon, a dit quelque chose d'important à ce sujet. Ce think tank a dit ceci. En 1999, le dialogue était surtout destiné à affaiblir Laurent Désiré Kabila et à renforcer la légitimité politique des mouvements rebelles en tant qu'interlocuteur prioritaire du gouvernement de Kinshasa pour trouver une solution au conflit. Aujourd'hui, cette légitimité acquise, le dialogue est devenu une arène secondaire des négociations de paix. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut simplement dire qu'on a utilisé le dialogue intercongolais pour permettre à des gens qui n'avaient rien à faire dans ces négociations-là, donc en l'occurrence les Banyamulenge qui roulaient pour Kigali, de faire triompher leur cause. Et c'est à partir de ces négociations-là qu'on a entrepris la démarche qui va conduire à la naissance, à la mise à l'écriture de la constitution que nous avons aujourd'hui. Et donc quand je dis que cette constitution est le produit d'une histoire, cela veut simplement dire que cette constitution est née suite à une démarche politique amorcée par les ennemis du Congo à travers les soi-disant Banyamulenge. Une fois qu'on a expliqué ça, on peut maintenant regarder la constitution. C'est très important. Parce que toute la discussion sur les Banyamulenge s'articule autour de cette constitution-là de manière indirecte. Et c'est très important de comprendre ça. Quand vous prenez la constitution, vous regardez l'exposé des motifs. C'est terrible. Je veux vous le lire. Depuis son indépendance le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques récurrentes dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. Cette contestation a pris un relief particulier avec les guerres qui ont déchiré le pays de 1996 à 2003. En vue de mettre fin à cette crise chronique de légitimité et de donner au pays toutes les chances de se reconstruire, les délégués de la classe politique et de la société civile, forces vives de la nation, réunis en dialogue intercongolais, ont convenu, dans l'accord global et inclusif signé à Pretoria en Afrique du Sud le 17 décembre 2002, de mettre en place un nouvel ordre politique fondé sur une nouvelle constitution démocratique sur base de laquelle le peuple congolais puisse choisir souverainement ses dirigeants au terme des élections libres, pluralistes, démocratiques, transparentes et crédibles. Ça, c'est l'exposé des motifs qui pose problème. Pourquoi? Simplement parce qu'on présente cette démarche politique comme étant le fruit
des négociations qu'il y a eu à la suite d'une contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. Or, ce n'est pas vrai. Parce que la guerre qui a été imposée à la RDC est une guerre d'agression décidée très loin du Congo, parrainée par les puissances occidentales. Nous avons écrit des livres là-dessus, plusieurs auteurs ont écrit là-dessus, Pierre Péan a écrit Carnage, Charles Onana a écrit Crime et censure au Congo, moi-même j'ai écrit Stratégie du chaos et du mensonge avec M. Noring Banda, j'ai écrit Guerre secrète en Afrique centrale. Il y a une documentation pléthorique sur les véritables raisons de la guerre. Or là, quand vous lisez l'exposé de motifs de cette constitution, on vous dit que c'est une question de légitimité des institutions et de leurs animateurs. Le débat est biaisé en partant. Et c'est sur cette constitution-là que les Congolais vont asseoir leurs attentes. Et c'est dans cette constitution-là, d'après M. Mbata et tant d'autres personnes, c'est d'après cette constitution que les Banyamulenge sont devenus Congolais ou auraient obtenu la nationalité congolaise. Essayons de voir si cela est vrai. Avant d'aller plus loin, on va essayer de lire ce que dit la Constitution et ce que dit la loi congolaise sur la nationalité. Et Congolais d'origine. Toute personne appartenant au groupe ethnique et nationalité dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo à l'indépendance. Selon M. André Mbata, les Banyamulenge font partie des groupes ethniques et nationalités qui étaient au Congo. M. Mbata peut nous dire les Banyamulenge sont installés dans quelle partie du Congo sur le plan historique? Les Banyamulenge font partie de quel groupe ethnique du Congo puisque sur le plan historique, ce n'est pas démontré. M. Mbata peut nous expliquer sur quel territoire ils sont installés. Il ne peut pas parce que ça n'existe simplement pas. Et lui-même, dans son intervention, a dit qu'on ne peut pas reconnaître Minembwe à ces gens-là. Alors, comment comprendre ce raisonnement qui consiste à dire que ces gens-là n'ont pas de territoire, mais puisqu'ils vivaient quelque part là, ce sont des Congolais d'origine. Et pour appuyer son argumentaire, M. André Mbata brandit la notion d'ethnie sur le plan sociologique. M. Mbata, ce n'est pas sérieux. Quand on se dit constitutionnaliste, on essaie de faire preuve d'un minimum de rigueur intellectuelle. Une ethnie, sur le plan sociologique, la notion d'ethnie, sur le plan sociologique, est vaste et complexe. Elle est vaste et complexe. Si nous prenons simplement, essayons de regarder la définition du mot ethnie dans le dictionnaire. Qu'est-ce que ça dit? Ethnie, groupement humain qui possède une structure familiale, économique et sociale, homogène, et dont l'unité repose sur une communauté de langue, de culture et de conscience de groupe. Ça, c'est la définition à peu près sociologique du mot ethnie, M. Mbata. Cela veut dire, tout simplement, que même les Asiatiques qui sont en RDC, qui ne sont pas congolais, ils constituent un groupe ethnique sur le plan sociologique. C'est la raison pour laquelle je vous dis c'est une notion qui est vaste et complexe. Donc il faut faire très attention quand on définit les mots, surtout en ce qui concerne la nationalité congolaise d'origine. Moi qui suis au Canada, je suis Canadien congolais d'origine. Mais nous constituons des groupes ethniques, nous autres Africains, des Asiatiques, même les Européens constituent des groupes ethniques ici au Canada. Il suffit de regarder les rapports de Statistique Canada, vous allez voir, les groupes ethniques, c'est très bien structuré. Sur le plan sociologique, un groupe ethnique, c'est un ensemble de personnes simplement, de par leur culture, de par leur langue, c'est tout, de par leur origine géographique. Donc vous ne pouvez pas utiliser cette définition pour dire que la nationalité congolaise d'origine reconnaît cela au Banyamulenge à partir de cette définition sociologique du terme. Et donc je suis choqué parce que vous vous dites constitutionnaliste et vous l'êtes en plus. C'est le drame dans tout ça. Parce que quand on regarde la loi, la constitution sur la question des Congolais d'origine, ce que l'on constate là, c'est que quand la Constitution, en parlant de population originaire, la Constitution insiste sur la dimension non pas sociologique, mais essentiellement ethnologique, si l'on part du principe que l'ethnologie est la science des communautés. Donc la Constitution part de la
logique essentiellement ethnologique des peuples qui se trouvaient sur ce qui est devenu le Congo en 1908 et qui sont considérés comme des autochtones. C'est cette différence que la Constitution fait et on le voit quand on lit d'autres articles de la Constitution relatifs à la question de la nationalité. Comment un constitutionnaliste, quelqu'un qui se dit professeur d'université, qui se dit sérieux, peut débiter de telles imbécilités? Parce que si on suit votre logique, M. Mbata, nous aussi, les Chinois qui sont en RDC sont des Congolais d'origine. Si on suit votre logique, les Pakistanais qui sont à Kinshasa sont des Congolais d'origine. Si on suit votre logique, les gens qui sont là constituent des ethnies, des groupes ethniques qui sont présents en RDC. Ce sont des Congolais d'origine. Non, monsieur. Faites preuve d'un minimum d'intelligence, même si vos interventions laissent penser le contraire. Faites preuve d'un minimum d'intelligence. Nous ne sommes pas dans une logique purement sociologique, nous sommes dans une logique ethnologique. Et c'est la Constitution que vous avez étudiée qui nous le fait comprendre. Parce que quand vous regardez, vous prenez la loi sur la nationalité, quand on regarde la notion de constitution, de l'acquisition de la nationalité congolaise. Parce qu'on a dit qu'on est dans pièce contre pièce, dans la logique de pièce contre pièce. Qu'est-ce qu'on dit? On dit l'acquisition de la nationalité congolaise se distingue de la reconnaissance de la nationalité congolaise d'origine par le fait que l'intéressé a, jusqu'au moment où il acquiert la nationalité congolaise, la qualité d'étranger. Monsieur Mbata, c'est très clair. Comment un professeur d'université qui se dit constitutionnaliste peut faire de tels amalgames? Mais ce qui est étonnant ici, monsieur Mbata, c'est que les choses, c'est le deuxième paragraphe, parce que quand je lis cette loi, c'est le deuxième paragraphe qui me frappe, parce que ça dit ceci. En effet, dans le souci bien compris de répondre aux impératifs des conventions internationales, aussi bien que de conjurer les frustrations dont ont fait l'objet certaines couches de la population nationale. Ça veut dire quoi? Qui sont ces gens frustrés? C'est qui font partie de ces couches de la population nationale frustrée? C'est les Banyamulenge. On le sait. Et c'est pour eux qu'on a conçu ça. Mais quand on regarde la loi sur la nationalité, l'on constate que ce n'est pas au niveau de la loi congolais par appartenance, comme on dit la loi, dans le congolais d'origine, qu'on les insère. On les insère dans de l'acquisition de la nationalité congolaise, donc des gens qui ont acquis la nationalité congolaise. Donc ils ne sont pas originaires de la RDC. Et ce n'est pas moi qui le dis, ils le disent eux-mêmes, M. Mbata. Parce que quand vous prenez pièce contre pièce, quand vous prenez la loi sur la nationalité, vous lisez, et c'est très important, et là vous allez comprendre pourquoi j'ai commencé par vous dire d'où vient la Constitution, dans quelle logique elle est née, et pourquoi la question de la nationalité pose problème au regard de cette Constitution. Si vous prenez la loi sur la nationalité, le livre 1 de la nationalité, quand vous lisez l'exposé de motifs, qu'est-ce que ça dit? La présente loi a pour but de répondre d'une part au prescrit de l'article 14, alinéa 3 de la Constitution de transition, et d'autre part aux critiques pertinentes formulées par les délégués aux assises du dialogue intercongolais contre la législation congolaise en matière de nationalité, spécialement, retenez bien ceci, l'ordonnance loi 71002 du 28 mars 1971, pardon, la loi numéro 72002 du 5 janvier 1972, dans son article 15, et le décret loi numéro 197 du 29 janvier 1999, modifiant et complétant la loi numéro 81002 du 29 juin 1981. C'est très important là, c'est que dit l'exposé de motifs, et ça vous permet de comprendre d'où vient le problème. Ici, on insiste sur des lois passées, et une particulièrement, qui a octroyé la nationalité aux populations rwandaises résidant en RDC. C'est la loi de 1972, initiée le 5 janvier 1972 par Barthélemy Bisingimana, qui était lui-même un Tutsi rwandais, qui était le directeur de cabinet du président Mobutu. On va regarder cette loi, ce qu'elle dit, pièce contre pièce.
Excusez-moi. Un petit bordel ici. Voilà. On va revenir sur la loi sur la nationalité. La loi de 1972 qui avait octroyé la nationalité rwandophone. Qu'est-ce qu'elle dit? Sans aérois, au terme de l'article 5 de la Constitution, à la date du 30 juin 1960, toutes les personnes dont un des ascendants est ou a été membre d'une des tribus établies sur le territoire de la République du Zaïre dans ses limites du 15 novembre 1908 et telles que modifiées par les conventions ultérieures. Ça, c'est dans le même esprit que la loi sur la nationalité d'origine, la nationalité congolaise d'origine. Le même article, la même loi. Le même article de la loi en fait. L'article 15 de cette loi disait ceci. Les personnes originaires du Rwanda-Urundi qui étaient établies dans la province du Kivu avant le 1er janvier 1950 et qui ont continué à résider depuis lors de la République du Zaïre, depuis l'entrée en vigueur de la présente loi, ont acquis la nationalité zaïroise à la date du 30 juin 1960. Je répète, l'article 15 de la loi de 1972, initié par un Tutsi rwandais, Bisengima Naruema, disait ceci. Les personnes originaires du Rwanda-Urundi qui étaient établies dans la province du Kivu avant le 1er janvier 1950 et qui ont continué à résider depuis lors dans la République du Zaïre jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi ont acquis la nationalité zaïroise à la date du 30 juin 1960. Le distinguo est fait clairement. C'est un Rwandais qui a participé à la rédaction de cette loi. M. Mbata. Et ça fait un distinguo entre les Congolais, donc les Zaïrois d'origine, et les personnes originaires du Rwanda-Urundi. Et c'est sur cette loi que les gens qui se sont rencontrés à Sun City, et plus particulièrement les Banyamulenge, ont fondé leur revendication de la nationalité congolaise. Comment vous, constitutionnalistes, pouvez affirmer que ces gens sont des Congolais d'origine? Monsieur, il faut être sérieux. Il ne faut pas jouer avec la connaissance, M. Mbata. Comme je l'ai dit sur ma page Facebook, ne vous comportez pas avec la connaissance comme s'il s'agissait de foufou que vous prépare votre femme chaque soir quand vous rentrez chez vous. Ne jouez pas avec l'avenir des gens comme ça. Vous êtes un professeur d'université, même si le Congo est dirigé par des gens, est un pays malade dirigé par des gens intellectuellement inaptes, faites l'effort de vous distinguer, faites l'effort d'offrir aux Congolais des réflexions pertinentes qui sont basées sur des points, des éléments scientifiques, sur des éléments clairement établis et attestés. Vous ne pouvez pas inventer des choses ou faire dire à la Constitution ce qu'elle ne dit pas, d'autant plus que vous prétendez être constitutionnaliste et vous l'êtes. Ça n'a pas de sens. Ça, ce n'est pas moi qui ai inventé. Ça, c'est la loi de 72 qui est connue, qui est vérifiable sur Internet. Ça, l'exposé de motifs, c'est connu, c'est dans le livre 1 sur la nationalité. Et c'est sur cette loi que les gens se sont basés. Or, cette loi, puisque les gens de l'UDPS ont l'habitude de dire, mais c'est la faute de Mobutu, on oublie de dire que cette loi est abrogée en 1981 avec effet rétroactif. Ce qui veut dire que les personnes qui avaient acquis la nationalité zaïroise à l'époque l'ont perdue. Parce que la loi de 81 a abrogé la loi de 72 avec un effet rétroactif. C'est la raison pour laquelle, à Sun City, les Rwandais dits Banyamulenge ont insisté sur la loi de 72 et la loi de 81 en disant que cette loi-là a remis en question la nationalité qui leur avait été octroyée. C'est ça le vrai débat. Et pour aller plus loin dans cette affaire de Congolais d'origine, parce que je ne veux même pas rentrer dans des considérations historiques, parce qu'on a beaucoup d'éléments, c'est un débat pour moi qui a déjà été réglé. Le problème, c'est que les gens ne lisent pas. On a expliqué ça dans des différentes publications, y compris dans nos bouquins. Mais on va vous donner un élément très simple qui vient appuyer tout ce que je dis. Parce que ça ne vient pas de moi, je me base sur les pièces. Dans un système à pièce contre pièce. Je mets ça de côté. En 1981, il se produit quelque chose, un événement important qui est passé quasiment inaperçu chez beaucoup de Congolais. C'est qu'après que les parlementaires congolais
ont abrogé la loi de 72. Les Rwandais du Congo, du Zaïre à l'époque, ont écrit au secrétaire général de l'ONU. Ils ont écrit au secrétaire général de l'OUA, de l'Organisation de l'Unité africaine. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Parce que le contenu de leur correspondance résume tout. Ils disent tout là-dedans. Je veux le lire pour le bénéfice des gens qui vont suivre cette vidéo. Voici ce que dit la lettre. À monsieur le secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine, non, à monsieur le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, transmis copie pour information à monsieur le secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine. Objet revendication. Monsieur le secrétaire général, c'est avec une vive émotion et profonde inquiétude que nous avons l'honneur de vous faire part de notre situation en République du Zaïre, que nous considérons comme notre patrie de fait et de droit. En effet, sur le plan historique, le roi du Rwanda, Sa Majesté Roi Bugiri, avait conquis les zones de Goma, Rutshuru, Walikale, Masisi, Kele et Idjwi, dans les sous-régions du Sud et du Nord Kivu. Cette conquête a permis aux ressortissants du royaume du Rwanda de s'installer dans les zones conquises. L'explosion démographique qui s'en est suivie fait que nous sommes aujourd'hui plus de 2 millions d'habitants dans les différentes zones. Grâce à notre influence grandissante dans le pays, certains de nos compatriotes occupent des postes de première importance. C'est ainsi que, suite au soutien personnel de son Excellence M. Mobutu Sese Seko, à cette époque-là, une loi sur la nationalité globale fut promulguée en 1972 et qui nous reconnaissait le droit à la citoyenneté zaïroise. Au fur et à mesure que l'opposition zaïroise à nos intérêts et à notre influence s'organisait à l'intérieur du pays, nous croyons toujours aux promesses du général Mobutu de sauvegarder nos intérêts. Hélas, c'est avec une profonde indignation que nous vous faisons part d'une décision d'État qui, à force de loi dans ce pays anarchique, du comité central du parti unique, le mouvement populaire de la Révolution, prise en date du 8 juin 1981 et qui abroge purement et simplement la loi de 1972 qui nous reconnaissait d'une manière collective la nationalité zaïroise. Ici, les Rwandais qui vivent au Zaïre reconnaissent qu'on leur a reconnu la nationalité seulement à partir de 72. Il ne s'agit pas ici de Congolais d'origine ou de Zaïrois d'origine. Je continue la lecture de la missive. Nous nous opposons donc avec force à la procédure individuelle de demande de petite ou grande naturalisation décidée par les membres du comité central du MPR dont le président n'est autre que M. Mobutu Sese Seko. Ici, on comprend que le Zaïre ne leur a jamais refusé la nationalité. On leur a demandé de demander individuellement la nationalité comme cela se passe partout à travers le monde. Ils ont dit qu'ils refusent cela. Je continue la lecture. Cette situation est inadmissible pour tout un peuple qui était déjà intégré dans la grande famille des 26 millions de Zaïrois. Il est inutile de vous dire que nous représentons toutes les catégories sociales jusque dans la plus haute institution du pays qui est précisément le fameux comité central du MPR. Voilà les contradictions qui existent dans ce pays. On continue la lecture. Aussi, avons-nous pris, très important de retenir ce qu'ils disent ici, aussi, avons-nous pris les précautions de consulter son Excellence le président Juvenal Habyarimana de la République rwandaise, qui reconnaît la justesse de notre cause et l'opinion de la presse internationale afin que notre démarche ne soit pas étouffée par les dictateurs de la République du Zaïre. Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, nous nous permettons de rappeler à votre haute attention les dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme garantie par les Nations Unies. Nous n'acceptons pas d'être dépouillés de la nationalité zaïroise à laquelle nous avons droit depuis 1972. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons d'intervenir auprès du gouvernement zaïrois pour que, très important, écoutez ça, en accord avec les populations des zones, l'autodétermination soit organisée dans les zones de Goma, Rutshuru, Walikale, Masisi, Kele et Idjwi, qui, après le référendum sous l'égide des Nations Unies et de l'Organisation de l'Unité africaine, constituera un État à part qui aura à solliciter sa reconnaissance internationale. Ici, les Rwandais
qui sont au Zaïre disent clairement ce à quoi ils s'attendent. Faire des territoires qu'ils occupent à l'est du Congo, des territoires autonomes, par autodétermination. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux-mêmes qui le disent dans la lettre qu'ils ont écrite au secrétaire général des Nations Unies avec copie pour le secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine. Je finis ici. Dans leur lettre, ils continuent. Il ne s'agit pas d'une aventure ou d'une subversion, mais bien d'une mobilisation générale de populations originaires du Rwanda en République du Zaïre qui sensibilise les autorités internationales sur leur légitime cause, quelles que soient les conséquences qui en découleront. Pour que les autorités zaïroises ne l'ignorent pas, nous avons adressé la copie de la présente au secrétaire permanent du comité central du MPR à Kinshasa. En vous remerciant de ce que vous voudriez bien faire pour la sauvegarde de l'humanité, veuillez agréer, Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, l'expression de notre haute considération pour les populations originaires du Rwanda au Zaïre. Ça, c'est la correspondance des populations rwandaises en RDC. Alors, M. Mbata, j'ai envie de vous demander quand est-ce que ces gens sont devenus des Congolais d'origine? Quand? Où et comment? Voilà comment on raconte des imbécilités en public. On fait preuve d'une arrogance intellectuelle incroyable dans l'ignorance. Et on se dit prof d'université. C'est pathétique, monsieur. Pour des miettes, vous ne pouvez pas insulter l'intelligence comme vous le faites. Et même si on prend, supposons, ils ne sont pas Congolais d'origine. On en convient, c'est très clair. L'acquisition de la nationalité. Il se réfère à une loi qui leur a octroyé la nationalité en 72. Qui, faut-il le dire, parce que beaucoup de gens ne le savent pas, posait problème. Parce que quand on examine cette loi, elle dit les personnes originaires du Rwanda Urundi qui étaient établies dans la province du Kivu avant le 1er janvier 1950 et qui ont continué à résider depuis lors dans la République du Zaïre jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi ont acquis la nationalité zaïroise à la date du 30 juin 1960. Ce que les gens ne comprennent pas souvent quand ils abordent cette question, c'est que cette loi, elle est très claire. Elle fait le distinguo non seulement entre les Zaïrois d'origine et les populations originaires du Rwanda-Urundi, mais plus encore, elle n'octroie pas la nationalité à tous les Rwandais qui sont au Congo. Elle identifie spécifiquement une catégorie des Rwandais, particulièrement ceux qui sont arrivés avant le 1er janvier 1950. Cela veut simplement dire que les personnes qui devraient obtenir la nationalité zaïroise, ce sont celles qui sont arrivées avant l'indépendance, 10 ans avant l'indépendance, avant le 1er janvier 1950, et qui sont restés sur le territoire zaïrois au moment de l'indépendance. Donc, il fallait déjà recenser ces gens-là, ce qui n'a pas été fait. Donc, cette loi, il y a eu écueil dans le processus même. Et c'est la raison pour laquelle cette loi posait problème. Et c'est la raison pour laquelle aussi elle a été abrogée. Mais il y a un autre fait qu'on ne relève pas aussi. C'est que la nationalité rwandaise, la constitution rwandaise de 1963 disait, parce qu'elle a été, on a une nouvelle constitution maintenant au Rwanda, mais cette constitution à l'époque où on a passé la loi de 72, cette constitution rwandaise disait qu'un Rwandais d'origine ne peut perdre sa nationalité rwandaise d'origine. Or, la loi congolaise dit que la nationalité congolaise ou zaïroise est une exclusive. Elle ne peut être partagée. Donc cette loi entre en confrontation avec la loi du Rwanda. Et c'est sur cette loi que les Rwandais se basent, cette loi problématique que les Rwandais se sont basés pour réclamer la nationalité congolaise à partir des années 2000. Mais un autre problème qu'il faut relever, M. Mbata, supposons que la Constitution, puisque c'est vrai, en tout cas en ce qui concerne la question de la nationalité, a été façonnée pour faciliter la tâche aux Rwandais qui vivent en RDC. Pouvez-vous nous dire quand est-ce que ces Rwandais sont devenus Congolais? Parce que la Constitution n'octroie la nationalité à personne. On l'a dit, je l'ai dit. La Constitution ne crée qu'un cadre, définit un cadre.
quand est-ce que les Rwandais qui vivent en RDC sont devenus des Congolais à part entière? Parce que je tiens à rappeler, pièce contre pièce, quand vous prenez la loi sur la nationalité, que j'ai entre les mains, si vous prenez la section 2, des dispositions communes relatives à la nationalité congolaise d'acquisition, article 22, la nationalité congolaise par acquisition est soumise aux conditions suivantes. Être majeur, introduire expressément une déclaration individuelle, déposer une déclaration d'engagement par écrit de rénonciation à toute autre nationalité, savoir parler une des langues congolaises, ne s'être jamais livré au profit d'un État étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Congolais ou préjudiciables aux intérêts de la République démocratique du Congo. Alors, M. Mbata, dites-moi, qui des Banyamulenge que vous connaissez a rempli ces critères? Parce qu'il y en a plusieurs. Je n'ai cité que ceux que je considère comme les plus importants. Qui d'entre eux l'a fait? Monsieur, soyez sérieux. Surtout quand vous prétendez être professeur. J'insiste, soyez sérieux. Vous ne pouvez pas, monsieur, vous ne pouvez pas tenir les propos que vous avez tenus lors de l'interview que vous avez accordée à ce monsieur journaliste à Kinshasa. Même si le journaliste est intellectuellement limité, vous avez le devoir de faire montre de rigueur intellectuelle, ce que vous n'avez pas fait. Expliquez aux Congolais aujourd'hui, répondez-moi, à quel moment Azarias Ruberwa a rempli les critères qui sont définis dans la loi sur la nationalité congolaise. C'est très clair. Et en plus, Azarias Ruberwa, qui est devenu Congolais pour la plupart d'entre vous, a été au service du Rwanda. Et la loi dit quoi? La nationalité congolaise par acquisition est soumise aux conditions suivantes, je répète. Ne s'être jamais livré au profit d'un État étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Congolais ou préjudiciables aux intérêts de la République démocratique du Congo. Ruberwa a été de connivence avec le Rwanda. Ils ont tué des Congolais. Il est devenu Congolais par quel mécanisme? Qui des Banyamulenge que vous connaissez, M. Mbata, remplit les critères? Qui a déposé une déclaration d'engagement par écrit de rénonciation à toute autre nationalité? Puisque je vous ai dit, au moment où on rédige cette loi sur la nationalité, la loi sur la nationalité rwandaise disait clairement qu'un Rwandais d'origine ne peut perdre sa citoyenneté, sa nationalité rwandaise. Alors dites-moi, quand est-ce que ces gens sont devenus Rwandais? Congolais, pardon. La rigueur, monsieur. Faites preuve de rigueur. Là, je vous donne pas mon point de vue. Je vous brandis simplement la loi sur la nationalité congolaise. Et voilà comment on se comporte. Parce que même si la Constitution, qui a été conçue dans les conditions que nous savons pour satisfaire un groupe de gens, existe, mais il y a des lois qui définissent des cadres d'obtention de la nationalité. Et aucun des Banyamulenge, jusqu'à preuve du contraire, n'a fait la preuve qu'elle a rempli les conditions décrites dans la loi. Personne. Et comment vous, André Mbata, Monsieur Mbata, pardon, vous vous permettez de raconter des imbécilités en public? Et vous brandissez votre titre de professeur. Mais qu'est-ce que ça veut dire, professeur? Qu'est-ce que ça veut dire un professeur sans intégrité, sans moralité, capable de se prostituer intellectuellement pour avoir droit au chapitre? Et c'est comme ça que les Rwandais ont traité toute une génération de politicards congolais. Et vous n'êtes pas le seul. Un certain Délice Sanga a fait la même chose. Ruberwa congolais. Et ce sont ces gens-là que vous appelez élite. Vous avez insulté ce pays. Vous avez craché sur les morts congolais. Aimez votre pays. Le Congo, c'est votre patrimoine. Aimez-le. Même si vous êtes prêt à vous prostituer pour quelques miettes. Mais gardez votre pays dans votre cœur. Pensez à tous ces gens qui ont été tués. Gratuitement. Parce qu'ils sont chez eux en RDC. Vous ne pouvez pas traiter une question aussi sensible avec autant de légèreté, M. Mbata. C'est inacceptable. Je n'ai pas fini. Je veux conclure parce que j'avais dit que j'allais être concis et chirurgical. On a vu
que la Constitution n'a rien donné, M. Mbata. Mais pourquoi est-ce que c'est important de traiter cette question des Banyamulenge? Pourquoi est-ce qu'il faut la traiter avec la plus grande rigueur, avec le plus grand sérieux, sans faire de concession à qui que ce soit? Parce que ça engage l'avenir même de la RDC. Je vais vous lire quelques rapports des Nations Unies sur la guerre de l'Est, sur l'implication du Rwanda et de ses supplétifs Banyamulenge, et vous allez comprendre les problèmes que nous avons aujourd'hui. Prenez le rapport de 2001. Qu'est-ce qu'il dit? Le Rwanda a justifié la présence continue de ses forces armées par des raisons de sécurité, alors que leur objectif réel à long terme consiste, pour reprendre les termes employés par le Bureau Congo de l'armée patriotique rwandaise, à se procurer des biens. Les dirigeants rwandais ont réussi à convaincre la communauté internationale que leur présence militaire dans l'est de la RDC a pour objet de protéger le pays contre des groupes hostiles qui se trouvent en République démocratique du Congo et qui, excusez-moi parce que je suis un peu souffrant, selon eux, se préparent activement à envahir le Rwanda. Le groupe d'experts a de nombreuses preuves du contraire. Les experts des Nations Unies ont interviewé un jeune interamwe de 30 ans qui était au Kivu. Voici ce que dit l'interamwe selon le rapport des Nations Unies. Un combattant interamwe âgé de 30 ans vivant dans la région de Bukavu a décrit la situation comme suit lors d'une entrevue enregistrée avec un représentant de l'ONU au début de 2002. Ils ne sont pas au Congo pour nous chasser, ça c'est l'interamwe qui parle, comme ils le prétendent. Ils ne sont pas au Congo pour nous chasser comme ils le prétendent. Je les ai vus exploiter les mines d'or et de coltan ici. Nous voyons comment ils volent la population. C'est pour cette raison qu'ils sont ici. Les soldats de l'armée patriotique rwandaise viennent et tirent en l'air et pillent les maisons des villageois. Mais ils ne nous attaquent plus. Si vous avez de la chance et avez un grand frère dans l'armée patriotique rwandaise, il arrivera peut-être à vous trouver quelques provisions et des munitions. Ça, ce sont des gens qui sont décrits comme des groupes hostiles que le Rwanda utilise pour envahir le Zaïre à maintes reprises, à plusieurs reprises, en disant mais il y a des gens là-bas qui menacent la sécurité du Rwanda. Mais le rapport des Nations Unies montre que le Rwanda instrumentalise ces groupes pour intervenir au Congo et piller les ressources congolaises et traumatiser les populations locales, les populations congolaises. Et les experts des Nations Unies poursuivent. Le groupe d'experts de l'ONU a eu connaissance d'autres tactiques employées pour masquer le maintien de la présence d'une force armée inféodée au Rwanda. Écoutez bien ça. Des sources dignes de foi lui ont signalé une initiative du chef d'état-major de l'armée nationale congolaise, le major Sylvain Bouki, visant à réorganiser les forces de RCD Goma de façon à intégrer un plus grand nombre d'hommes de l'armée patriotique rwandaise dans les unités de l'armée nationale congolaise et les forces de défense locales composées d'éléments pro-rwandais. Nous sommes en 2002 quand on dit ça. 2002-2003. Les experts de l'ONU nous montrent comment le Rwanda va manœuvrer pour injecter ces hommes dans l'armée congolaise. Et qui sont ces hommes? Ce sont les militaires qu'on a présentés comme des Banyamulenge et ont pris les armes contre la RDC pour revendiquer la nationalité, pour se protéger d'un supposé génocide. C'est ce que les experts de l'ONU nous disent là. Ce sont les Banyamulenge qui ont été injectés et on nous dit que la plupart d'entre eux ont été des membres de l'armée patriotique rwandaise. Et parce qu'il y avait des forces de l'armée patriotique rwandaise déjà. Mais il y avait aussi des Banyamulenge qui ont servi dans l'armée patriotique rwandaise pendant la guerre du Rwanda en 1994 et qui sont revenus et ont participé à la déstabilisation du Zaïre. Voilà pourquoi on ne peut pas traiter cette question avec autant de légèreté comme le font les Bata, les Délices et Sanga de ce monde. Il en va de l'avenir du Congo et de l'intégrité et de son intégrité territoriale. Je continue avec le rapport des Nations Unies pour que vous compreniez la gravité de la situation et vous comprenez pourquoi on a des problèmes à l'Est. Pourquoi on tue, on viole toujours à l'Est, nulle part ailleurs en RDC. Il y a des viols bien entendu, mais pas comme à l'Est où le viol est utilisé comme arme de guerre. Les experts de l'ONU continuent. Au lieu de rentrer au Rwanda, un grand nombre de Hutus rwandais qui servaient dans l'armée patriotique rwandaise se sont vus remettre un uniforme et ont regagné des brigades de l'armée nationale congolaise en tant que Hutus congolais. Vous voyez ça? Donc les gens qui étaient dans l'armée patriotique rwandaise, qui regagnent l'armée congolaise en tant que Hutus congolais, en tant que Tutsi congolais, ça doit
interpeller les gens qui dirigent ce pays. Je continue. Le Rwanda a intentionnellement détourné l'attention du fait que des soldats restaient en RDC en accordant une importance particulière au départ de ceux qui quittaient le pays. Des cérémonies ont été organisées au point de passage des soldats qui rentraient chez eux. En réalité, le nombre de soldats qui ont quitté la République démocratique du Congo ne représente jusqu'à présent qu'une infime partie de l'ensemble des troupes de l'armée patriotique rwandaise stationnées dans l'est de la République démocratique du Congo, qui, selon diverses sources, compte de 35 000 à 50 000 hommes. Je ne vous parle pas des autres opérations qui ont permis, via le CNDP de Kunda Batware et le 1-23, d'intégrer d'autres éléments de l'armée patriotique rwandaise dans nos services de sécurité et dans l'armée. Et en conclusion, les experts de l'ONU écrivent: sur la base de son analyse de nombreux documents et témoignages oraux, le groupe d'experts estime que la présence du Rwanda dans la République démocratique du Congo a pour but d'accroître le nombre de Rwandais qui se trouvent dans l'est du pays et d'encourager ceux qui y sont déjà installés à conjuguer leurs efforts pour aider le Rwanda à exercer son contrôle économique. Voilà pourquoi la question de Banyamulenge ne devrait pas être traitée avec légèreté. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo en réponse aux imbécilités proférées, distillées par M. Mbata lors de l'entretien avec d'autres journalistes qui essayaient, qui ne comprenaient rien au problème qu'il aborde. On ne peut pas traiter des questions aussi importantes avec autant de légèreté. Cette question est d'autant plus sensible que la plupart des Banyamulenge peuvent du jour au lendemain se retrouver rwandais. En travaillant sur des dossiers, à un moment, j'avais découvert un document du gouvernement canadien qui traitait de la question des Rwandais au Canada qui demandent la citoyenneté canadienne en se faisant passer pour des Congolais. J'ai trouvé des documents. Et c'est important que les gens sachent une chose, parce que le Rwanda, quand les Congolais ont commencé, quand moi j'ai publié, d'autres Congolais ont commencé à parler du fait que la loi rwandaise sur la nationalité ne permettait pas à un Rwandais d'origine de devenir Congolais, vu que ça entrait en confrontation avec la loi congolaise, le Rwanda a modifié sa loi sur la nationalité. Maintenant, un Rwandais peut perdre sa nationalité congolaise. Mais attention, un Rwandais peut récupérer sa nationalité en traversant simplement la frontière, en regagnant le Rwanda, sans aucune condition particulière. C'est-à-dire aujourd'hui que Roubaix-Roy, qui a tué un nombre incalculable de Congolais, peut faire des conneries au Congo. Si vous le suivez, vous voulez le poursuivre, il peut fuir au Rwanda. Juste en traversant la frontière, vous ne pourriez plus l'accuser de quoi que ce soit parce qu'il va regagner, il va récupérer sa nationalité rwandaise qu'il n'a jamais en fait perdue en réalité. Et c'est la raison pour laquelle Laurent Kunda Batware avait traversé la frontière. Il n'a jamais été extradé en RDC. Koundé rwandais. C'est la raison pour laquelle Bosco Tanganda a rappelé qu'il était rwandais. Devant la CPI, lui qui a occupé le poste de général dans l'armée congolaise. Général. Devant la CPI, il a clairement dit qu'il était rwandais. Les gens disent, mais non. Mais c'est dans la loi rwandaise qu'on trouve tout ça. Pièce contre pièce. La Constitution rwandaise de 1963 disait ceci dans son article 7, alinéa 3. La nationalité rwandaise ne peut être retirée aux Rwandais d'origine. Cette loi, je vous ai dit, entrait déjà en confrontation avec la loi congolaise. Et puis il y a eu la loi organique numéro 30 de 2008, du 25 juillet 2008, portant code de la nationalité rwandaise. Article 22, recouvrement de la nationalité d'origine. Les Rwandais ou son descendant qui, entre le 1er novembre 1959 et le 31 décembre 1994, a perdu la nationalité rwandaise suite à l'acquisition d'une autre nationalité étrangère, recouvre la nationalité rwandaise d'origine sans aucune demande irrelative s'il vient s'installer au Rwanda. Vous comprenez pourquoi Koundé, Bosco Tanganda sont rentrés au Rwanda? Vous avez la réponse. Mais vous avez des gens, des professeurs qui vous racontent des imbécilités, sont clignés des yeux, et il y a des gens qui embarquent, ne prenant pas conscience, ne prenant pas la mesure de ce que cela engage pour toute la République démocratique du Congo.
je ne sais pas, j'avais un document que j'avais préparé dans le cadre de ma recherche, je ne sais pas où je l'ai mis, mais il est important de régler cette affaire de manière sérieuse, de ne pas faire comme Félix Tshisekedi qui va déclarer Banyamulenge et Bazaba Congolais sans prendre conscience de ce que cela implique, étant donné qu'il est le président de la RDC, bien qu'il soit arrivé au pouvoir dans des conditions que de savoir. Donc on ne peut pas traiter cette question avec légèreté. On ne peut pas. Il y a des Banyamulenge aujourd'hui, entre guillemets bien entendu, qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe en RDC. Ils existent, ils sont peut-être minoritaires, mais ils existent. Au lieu de dire que ce sont des Congolais, on doit leur demander de remplir les conditions, s'ils remplissent les conditions, d'entreprendre des démarches comme n'importe quel étranger en RDC. Parce que moi, je ne suis pas contre qu'on refuse la nationalité à des Rwandais. Mon regard de la situation que nous vivons avec ses compatriotes de l'autre côté de la frontière, au regard de tout ce qui s'est passé récemment, au regard de cette histoire malheureuse, de cette histoire tragique que nous avons connue, qui ne passe pas. On doit prendre des mesures conservatoires. On ne peut pas se comporter comme des imbéciles en disant n'importe quoi, n'importe comment, ne réalisant pas que cela engage l'avenir d'un peuple et de tout un pays, de toute une nation. Alors à vous, M. André Mbata, je crois et je l'ai dit, ne vous engagez pas sur l'autoroute de la connaissance avec votre vélo de l'ignorance. C'est suicidaire pour quelqu'un qui se dit professeur d'université. Dans un pays qui a la triste réputation d'être devenu la capitale mondiale du viol, on ne peut pas accepter que des universitaires sans intégrité, sans moralité, intellectuellement malhonnêtes et paresseux, se livrent au viol sauvage de la connaissance sans être stoppés dans leur délire. C'est la raison d'être de ce live que je fais là, de ce live. En fait. Je suis désolé d'avoir tiré sur une ambulance qui n'a plus de moteur depuis quelques années. Ce n'est pas dans mes habitudes. Mais il fallait quand même agir, il fallait réagir face aux inepties que vous avez débitées, M. Mbata. Il était temps quand même de vous remettre à votre place. Celle, de mon point de vue, d'un humoriste qui confond souvent la science et la croyance et qui, pour quelques miettes, est prêt à se servir de la science pour faire triompher une cause qui ne sert ni la science, encore moins le titre que vous portez. J'ai peut-être été très dur avec vous, mais ça en valait la peine. J'espère que mes propos, bien que parfois très sévères à votre égard, vont vous interpeller. Je ne suis pas là pour me lancer dans un combat de boxe avec vous, c'est pour vous interpeller. Vous êtes un fils du Congo, faites honneur à ce pays, qui souffre déjà beaucoup à cause de ses enfants. La RDC est malade de ses propres enfants. Et on ne peut pas accepter que la science soit foulée aux pieds, que la connaissance, qu'on se comporte à l'égard de la connaissance comme s'il s'agissait d'un fast-food, hein, d'un foufou. Non, M. Mbata. Et puis, je veux finir par ces mots. Vous êtes constitutionnaliste. Ou vous réfléchissez en français et produisez des réflexions argumentées qui tiennent la route, ou vous réfléchissez en Chiluba, alors là, ce n'est pas pour après expliquer des choses ou argumenter en français. Vous ne pouvez pas réfléchir en Chiluba pour argumenter en français. Ou vous le faites en français ou vous le faites en Chiluba. Les Banyamulenge ne sont pas des Congolais d'origine. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la Constitution que vous avez brandie. Bon dimanche.